Bonjour, est-ce qu'on t'a dit que ton CV faisait peur ou peut-être qu'on n'a même pas besoin de te le dire, tu sais déjà que ça pourrait créer certaines appréhensions, des doutes chez les employeurs potentiels dû à tes fréquents sauts d'emploi. Avec les trous dans le CV, le job hopping, c'est la chose qui fait le plus peur aux chercheurs d'emploi, pas juste aux employeurs parce qu'ils se demandent, mais là, comment est-ce que je vais poursuivre ma carrière? Je vais devenir une persona non grata, je vais être ostracisé de la société parce que tout le monde veut des parcours linéaires avec des longues expériences. Comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Ben, c'est le but de la vidéo. Ça s'annonce bien intéressant parce que c'est une thématique qui affecte les finances, mais ça affecte aussi la vision qu'on a de nous-mêmes, notre confiance, ça affecte notre vie personnelle grandement. Dans cette vidéo, on va voir des stratégies dans notre carrière pour ne plus avoir à sauter d'emploi fréquemment. On va aussi voir comment ajuster notre CV dans le moment présent pour inquiéter un peu moins les employeurs. Enfin, on va voir comment aborder les sauts d'emploi fréquents dans le cadre d'une entrevue d'embauche. Il n'y a pas beaucoup de créateurs de contenu qui veulent se lancer dans un sujet aussi difficile parce que les solutions ne sont pas toujours évidentes. Je vais me lancer dans le vif du sujet avec toi, même que ça a été un problème pour ma part. Dans mon début de carrière, je changeais d'emploi fréquemment, puis je vais t'expliquer comment est-ce que aujourd'hui je perçois la chose quand on traite de ce problème-là concernant des expériences qui n'ont pas été suffisamment longues à nos yeux, aux yeux des employeurs. Ben, j'y vois trois catégories de problèmes. La première, c'est si tu dois quitter un emploi dans les premières semaines ou dans les premiers mois d'activité, puis que ça te rend hyper mal à l'aise, ça te rend inquiète, tu sais pas comment l'expliquer à ton prochain employeur. Peut-être même que tu l'as déjà quitté cet emploi-là, puis que là, tu te retrouves devant le vide, puis tu te dis, peut-être qu'il va y avoir des inquiétudes par rapport à ce départ hâtif. La deuxième situation, c'est quand tu as occupé des emplois de 6 mois, 1 an, 1 an et demi, peut-être même que tu as été jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans dans un cas ou deux, mais les courtes expériences se sont accumulées pour tracer un parcours qui est un peu moins séduisant. Et la troisième situation, c'est ceux qui changent d'emploi à chaque 3 mois, à chaque 6 mois. C'est-à-dire que c'est une période d'1 an, mais là, ils ont 4, 5 emplois à leur actif, peut-être même 6 ou 7. Souvent, ça va être des gens aux prises avec un ADHD, un déficit d'attention. Puis c'est pas parce que ces gens-là sont des mauvais travailleurs. Au contraire, c'est des gens super créatifs puis qui excellent dans ce qu'ils font, mais à cause d'un manque d'intérêt, ben, ils se trouvent à démissionner souvent ou sinon, ils vont être mis à pied d'emploi parce qu'ils n'ont pas réussi à intégrer d'autres fonctions qui sont pas naturelles pour eux puis dans lesquelles ils se plaisent un peu moins. On va traiter du premier cas où tu dois quitter après quelques semaines, quelques mois, on t'a peut-être même débauché, c'est un chasseur de tête qui a été te chercher, puis là tu arrives en entrevue, puis là ils doivent te poser la question, ben qu'est-ce que tu fais venir nous voir aujourd'hui? Est-ce que tu es une personne loyale? Je veux dire à ces personnes-là, sans vouloir minimiser le problème, que c'est pas un si gros problème que ça, on s'entend. Ça va pas leur apparaître comme un pattern parce que c'est la première fois que tu fais ça. La plupart des gens, si on se fait tenter par une offre alléchante dans une autre entreprise, c'est sûr qu'on va être curieux, on va aller voir de quoi ça a l'air. Donc, ça, c'est un de tes éléments de réponse. Dire que tu es curieux, tu veux sonder le terrain, mais fais attention, on va pas te tirer dans le pied en disant que tu es juste curieux parce qu'ils vont dire, OK, il vient juste voir de quoi ça a l'air chez nous, mais ça l'intéresse pas vraiment de changer. Donc, il faut quand même spécifier qu'est-ce qui t'inciterait à changer, même si tu viens d'intégrer un nouvel emploi ailleurs. Je sais que ça t'inquiète un petit peu, mais c'est pas un énorme problème. C'est une réponse qui est super facile à livrer. Tu n'es pas seul dans ta situation. C'est une erreur qui est commise de beaucoup de gens. Où on se fait promettre des choses, on pose pas assez de questions, puis là, on arrive dans un emploi qui nous convient pas vraiment. On est pris pour devoir quitter. Les recruteurs sont habitués de faire face à de tels cas. Si tu veux plus d'inspiration, ben voici d'autres éléments de réponse. Tu peux leur dire que le poste, c'est peut-être pas ce qui correspondait à tes attentes ou que tu avais mal compris l'étendue de ses responsabilités ou sinon qu'il a évolué rapidement vers des fonctions que tu ne désirais pas au départ. Puis c'est pour ça que tu désires quitter aussitôt. Autrement, une réponse qu'on entend souvent pour une démission hâtive ou qui est en voie de se réaliser, ben c'est quand l'équilibre entre la vie personnelle et le travail est réellement déséquilibré. Encore là, c'est parce que ça ne correspond pas à tes attentes initiales. Tu as intégré le rôle, puis tu t'es rendu compte rapidement qu'il fallait que tu fasses beaucoup plus d'heures qu'on t'avait promis. Puis encore là, tu n'as pas besoin de t'inquiéter parce que les recruteurs vont comprendre que ta vie personnelle est importante pour toi. Ou sinon, tu as intégré les fonctions, tu t'es rendu compte que la compagnie a vu des difficultés économiques, puis tu dois, pour sécuriser ta carrière, t'en aller le plus rapidement possible pour être sûr de pouvoir te replacer avant que l'inévitable se produise. L'important quand on livre une réponse en entrevue de la sorte, c'est de pas trop passer de temps sur le négatif, que ce rôle-là nous a permis de mieux clarifier nos attentes, on veut en prendre la responsabilité, puis tu lui expliques ensuite pourquoi lui t'intéresse, pourquoi son poste l'intéresse, puis voilà, la discussion va suivre son cours. OK, fait que la deuxième situation, c'est quand tu as plusieurs expériences de 6 mois, 12 mois, 18 mois, puis je comprends que ça peut devenir là, assez compliqué assez rapidement quand tu as passé, je sais pas, par exemple, 5 années à travailler dans un domaine, puis que là, les emplois se sont succédés, puis tu es déjà rendu à 5, 6, 7 emplois. C'est normal, ça peut se faire un petit peu peur. Donc, je vais te poser des questions qui vont t'amener à réfléchir. Donc, réellement, est-ce que tu as choisi le bon domaine? Est-ce que être un employé, c'est fait pour toi? Est-ce que tu te rends compte que tu aimes mieux travailler seul? Fait que là, tu commences à voir où je veux en venir. Peut-être qu'une carrière de pigiste ou d'entrepreneur est peut-être plus taillée sur toi, mais si tu dis, ah non, ça a vraiment toujours été des conséquences extérieures, ça a toujours été des licenciements massifs, j'ai vraiment pas eu de chance dans ces dernières années, puis là, je suis pris à expliquer ça à un employeur, bon, OK, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Mais sur le CV, il n'y a pas une tonne de choses à faire, hein. Souvent, la stratégie qui va être la
plus adapté, ça va être l'omission, parfois d'omettre certains postes pour ramener ça à un nombre plus bas de postes dans cette période de temps-là. Pour moi, c'est un sujet très touché de te parler de ça aujourd'hui parce que l'omission, c'est très près du mensonge, puis c'est pas tout le monde qui a la même tolérance à l'omission. Il y a des cas, des fois, des clients qui viennent me voir, ben là, j'ai retiré ce offre d'emploi, puis je me dis, ah, Colin, OK, là, tu es en train de te tailler un CV qui, oui, va peut-être t'attirer plus d'appels, mais si tu as déjà enlevé 3, 4, 5 expériences sur ton CV, ça commence à peut-être devenir doutable comme stratégie. Est-ce que l'omission, c'est toujours la stratégie à employer? Parce qu'on dit souvent qu'un CV, c'est un outil marketing, c'est pas un bilan complet de tout ta carrière. C'est d'ailleurs pour cette raison que le sujet des sauts d'emploi est aussi compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de stratégies qui s'offrent à nous. Donc, on vient d'avoir une première qui est l'omission, mais on n'est pas toujours à l'aise avec celle-ci. L'une des autres stratégies qu'on peut coupler avec l'omission, c'est la spécialisation. À ce stade-ci, tu as eu assez d'emplois pour voir ce qui t'intéressait puis ce qui t'intéressait pas. Une stratégie de spécialisation, ça passe par l'objectif qu'on va présenter au début du CV, par les compétences qui vont être très axé sur ce qu'on veut faire à partir de maintenant parce qu'on s'est rendu compte suite à toutes les expériences qu'on a eues de ce qu'on voulait plus faire puis ce qu'on voulait faire. Donc, on va mettre des compétences juste au cas qu'on se spécialise dans quelque chose qu'on a aimé faire puis qu'on souhaite répéter. La spécialisation, mais là, ça, c'est une stratégie qui vaut son pesant d'or. Juste le fait de tracer une coupure comme ça entre le présent puis le passé, ça peut être bon dans ton CV, ça peut être bon en entrevue. Dire, j'ai eu certaines expériences, il y en a qui ont bien été, il y en a qui ont moins bien été, puis voici ce dont tu as l'air les prochaines années pour moi. Tu vas pouvoir en entrevue justement rassurer le recruteur sur le fait que tu veux rester à long terme dans l'entreprise, lui dire que tu es conscient du problème, tu es conscient du fait que tu as eu divers employeurs ces dernières années, mais que là, tu sais ce que tu dois faire pour ajuster la situation. C'est ça qu'ils veulent entendre en fait. Ils veulent aussi entendre des petits trucs qui vont les rassurer, comme si vous êtes inquiet, par exemple, j'ai collecté des références d'emploi de mes anciens superviseurs, puis superviseurs, c'est important, pas juste des collègues. Je dis d'habitude de ne pas pousser ses références, mais là, quand tu es vis-à-vis un problème de cette magnitude, tu vas devoir compenser, pousser tes références, entre guillemets. Tu peux aussi rajouter à la discussion certains gages de qualité, donc, mettre l'emphase sur les fois où tu as été promu, par exemple, ou les fois où on t'a offert une promotion, mais que tu as refusé puis tu as préféré démissionner parce que le poste avait évolué vers quelque chose que tu voulais pas. Tu avais été tellement bon dans ton travail, on t'en a tellement donné, peut-être que ça a mené à des épuisements professionnels ou à des promotions non voulues. Une autre bonne chose à faire en entrevue, ça peut être de rappeler à tes interlocuteurs que c'était un contrat, même si c'est déjà écrit sur le document, ou sinon, mon contrat devait durer 3 mois au départ. Ils l'ont étendu pour une durée de 6 mois au total, mais après 6 mois, effectivement, il n'y avait plus de travail puis j'ai dû quitter. Donc, c'est le genre de gage de qualité que les recruteurs aiment entendre en entrevue. Tu as réussi à faire tes preuves puis à être performant. Puis, tu as ces petits éléments-là qui viennent le prouver. Tu veux leur communiquer l'objectif d'être dans un emploi à long terme, de t'épanouir chez un employeur pendant 5, 10, 15 ans. Donc, la stratégie de spécialisation passe aussi par l'omission. C'est ça qui est un peu dommage. On va devoir retirer des compétences, des responsabilités qu'on a eues pour refocuser notre CV vers une nouvelle direction. Donc, c'est pas l'idéal encore là, mais encore une fois, il n'y a pas une tonne d'options qui s'offrent à nous. Les options classiques, tu les as déjà entendues probablement, c'est celle de marquer tes statuts d'emploi, donc inscrire quand ça a été contractuel, que ça t'aide, tant mieux, mais c'est pas une solution magique, on s'entend. Des fois, c'est pas le cas, des fois, tu as peut-être juste eu des emplois permanents puis qui ont pris fin pour des raisons X, Y, Z. Ensuite, retirer les mois de ton CV, choisir une expérience qui a duré en 2022 pour ensuite passer à celle qui a commencé à la fin de l'année 2023, puis on verra pas le trou, puis tu vas faire ça pour plusieurs employeurs, mais là, encore une fois, on commence à jouer avec une présentation qui nous fait bien paraître, mais qui ne correspond pas à la réalité de ce qu'a vraiment été notre parcours. Je suis convaincu que tu vas avoir des considérations morales importantes sur le fait de présenter un parcours sur ton CV qui est tellement loin de la réalité que tu ne seras plus capable de l'assumer. Ton éthique, ta morale, ça te regarde. C'est important que tu sois bien avec toi-même puis que tu sois fier du parcours que tu présentes. Si c'est un parcours qui est rempli de fausseté à cause du nombre d'omissions, tu auras un autre problème entre les mains. Un problème qui te regarde, qui est la vision que tu as de toi-même. Que les parcours plus linéaires ou stables sont généralement mieux perçus, mais ça ne veut pas dire que tu n'auras jamais plus d'emploi parce que tu as un parcours qui est rempli de sauts d'emploi. Ça veut juste dire que maintenant, tu sais ce que tu veux, tu vas pouvoir mieux le communiquer, puis tu vas pouvoir intégrer des emplois qui correspondent vraiment à tes objectifs. Oui, la quantité d'appels que tu vas recevoir de ton CV va probablement baisser lorsque tu joues la carte de l'honnêteté puis de la transparence, mais tu peux être convaincu qu'au moins, les employeurs qui vont te contacter vont avoir le réel portrait de la personne qu'ils ont en face d'eux. Ils vont être en mesure de prendre une décision plus éclairée. Tu risques d'avoir un meilleur fit avec ces personnes-là parce qu'ils vont te comprendre, vont être prêts à accepter tes petits défauts. Je sais comment ça peut sonner, je sais que c'est pas ce que tu veux entendre. À la fin, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux. Si tu veux omettre des trucs
trucs dans ton CV, vas-y, moi je suis pas la personne qui va te juger. Je suis pas non plus la personne aujourd'hui qui va te donner le stamp of approval pour dire vas-y, tu as le droit. Au contraire, là, ce que je veux te communiquer, moi, c'est que oui, il va y avoir un problème à partir d'une certaine ligne. Parce que quand tu en viens à repousser la limite de l'acceptable, plus tu vas être porté dans le futur à réomettre des choses, à déformer la réalité, à mentir pour arriver à une carrière qui ne ressemble plus, à des choix qu'on regrette. J'aimerais ça que tu chemines peut-être, est-ce que réellement je veux tout omettre? Est-ce que je veux tout enlever mes difficultés pour présenter juste ce qui a été beau? Parce que des fois, ça peut susciter des questions chez les employeurs ou chez toi-même qui vont permettre une introspection, mais aussi de leur côté, de mieux comprendre tes attentes, puis d'arriver sur le sujet de ce qui te dérange tant dans certains emplois, ce qui fait en sorte que tu as démissionné ou ce qui fait en sorte que tu n'as pas été performant. Souvent, le fait d'être questionné sur des situations plus difficiles de notre vie, ça nous permet de vraiment aller en profondeur dans la discussion, puis démarrer un nouvel emploi sur des bonnes bases. Des fois, la mission, c'est pas toujours la solution. Peut-être que ça l'est pour recevoir plus d'appels à partir d'un CV, mais honnêtement, ça ne t'aide pas nécessairement si tu te rends compte ces dernières années qu'il y a un pattern qui revient, que tu réintègres des emplois que tu n'aimes pas, qui deviennent ce que tu voulais pas au début, des emplois dans lesquels tu n'as pas réussi à poser tes limites. En entrevue, c'est peut-être le moment de poser tes limites, justement, d'aller avoir ces conversations difficiles-là avec les recruteurs pour dire, là, j'ai été congédié, j'ai pas été performant, puis vous savez quoi? J'ai même plus envie de faire ça dans ma carrière. Fait que la raison du congédiement n'a même pas rapport. Là, tu peux donner des exemples de choses qui t'ont permis de shiner, réorienter la discussion encore une fois vers tes forces. Puis tu vois, les raisons de départ, des fois, c'est une bonne chose d'être questionné sur celle-ci. Un autre conseil qu'on entend souvent, c'est d'écrire une lettre avec tes raisons de départ dedans. Tu sens déjà le besoin de te justifier pour dire non, mais ils sautent d'emploi, là, ils ont des bonnes raisons qui s'y rattachent. Vas-y pas avec une solution comme ça parce que c'est pas le bon endroit pour se faire. J'ai entendu quelque chose de super brillant d'une avocate un moment donné qui m'a dit « Don't volunteer information ». Donc, elle, ça s'appliquait pour ses cas en cours, mais ça s'applique tout aussi bien dans une recherche d'emploi. Ne cible pas quelque chose que tu penses qui est un problème avant qu'il soit relevé comme un problème qu'eux n'avaient pas nécessairement noté ou qui, s'ils l'ont noté, que ça les dérangeait pas tant que ça. Dans une lettre de présentation, on veut davantage que ce soit de type lettre d'amour. Pourquoi est-ce que l'employeur nous intéresse? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on aurait dû se coucher chez lui? Maintenant qu'on a vu des solutions un peu plus secondaires, des trucs dans le CV qui vont nous faire paraître un petit peu mieux, on va rentrer dans les vraies solutions quand on est un job hopper. La première chose, c'est de ne pas sentir coupable, de l'accepter, de se sentir tout à fait à l'aise d'explorer parce que c'est ça le but d'une vie. On veut aller tester différentes choses puis pour éventuellement faire un choix, mais c'est tout à fait correct de ne pas avoir pris cette décision-là encore sur notre avenir. J'insiste sur le fait d'accepter ta situation, d'être plus confortable avec la personne que tu es, de te rappeler que tu es une personne complète puis c'est pas ces courtes expériences-là qui définissent la personne que tu es. Tu as le potentiel d'être apprécié chez un employeur pendant longtemps. Il suffit de trouver le bon employeur. Quel type d'employeur tu veux vraiment? Quel est le boss avec lequel tu veux travailler? Est-ce que tu veux être seul ou en équipe? Tu dois te poser toutes ces questions-là puis avoir des réponses de prêtes en entrevue quand on va te questionner sur tes motivations puis tes raisons de départ. Tu vas aussi devoir donner des bons exemples, ceux qui expliquent pourquoi tu veux plus faire telle chose puis ceux qui démontrent pourquoi tu as pris une nouvelle direction. Le pattern que tu veux expliquer, c'est de dire, j'ai exploré, j'ai fait des erreurs, puis le pattern que vous voyez là sur mon CV, il se répétera plus parce que je sais maintenant où est-ce que je me suis trompé. Rappelle-toi du mot coupure ou transition. C'est l'attitude que tu vas avoir dans ton processus de recherche d'emploi. C'est aussi l'attitude que tu vas avoir par rapport à toi-même sur la suite de ton aventure. Tu vas te rendre compte avec ce que je te dis dans la vidéo que c'est beaucoup plus que le CV puis l'entrevue, c'est beaucoup une question d'analyser notre vie puis où est-ce qu'on en est rendu. Peut-être que le 9 à 5, c'est réellement pas fait pour toi puis que là, tu en es à rechercher ou à découvrir des nouvelles options. Puis il y en a une tonne qui s'offre à nous. Les organisations du travail disponibles nous présentent des options auxquelles on n'aurait pas pensé. Oui, tu peux être pigiste, tu peux être entrepreneur, mais aussi tu peux être travailleur contractuel dans une agence et tu peux être travailleur saisonnier, par exemple. Tu travailles intensément pendant 3-4 mois. Après ça, tu prends un 2 mois de break. Il y a de tout pour tout dans ce monde. Tu peux travailler en remote, sinon ça peut être accessible en fondant ta propre entreprise ou ta propre marque, mais de plus en plus, depuis tu sais quoi, on a des offres de travail en remote qui sont à 60%, 80%, 100%, sans nécessairement devenir entrepreneur. Tu peux devenir une personne contractuelle. Alors non, tu n'as pas être un travail régulier qui va être heureux dans le 9 à 5 parce que c'est pas le cas de tout le monde. Si tu trouves pas ta communauté au travail, ça va être important de trouver des hobbies, des choses dans ta vie personnelle, des activités ou des groupes qui vont te permettre d'appartenir. Pourquoi est-ce que je parle de ça dans cette vidéo précisément? Les personnes qui restent en emploi longtemps vont plus facilement être dans une communauté, vont plus se sentir acceptés dans un groupe, alors que les gens qui restent seulement un an et demi dans leur emploi, ils vont jamais appartenir à une communauté qui leur est livrée comme ça sur un plateau d'argent par leur employeur. Puis ça, c'est vraiment dommage. C'est pour ça que le job hopping, c'est correct. Des fois, ça nous permet d'augmenter notre salaire rapidement. On augmente notre flexibilité, notre capacité d'adaptation. Par contre, on a réellement de la difficulté à bâtir cette communauté-là qui est si importante dans nos vies. On doit faire du millage supplémentaire pour développer un groupe, une tribu
à laquelle on va pouvoir appartenir. Quelque part, c'est de ça dont les employeurs ont peur parce que la plupart des emplois, honnêtement, sont en travail d'équipe. Puis si tu n'es pas capable de travailler en communauté, travailler en société, puis tu travailles toujours tout seul, oui, il va y avoir moins d'emplois disponibles pour toi. Garde en considération que pour avoir une vie, une carrière réussie, ça passe par les collaborations qu'on va avoir, par la qualité des relations. Le fait de faire du job hopping, on a moins d'opportunités soudainement de bâtir des collaborations qui vont nous être fructueuses puis qui vont durer un bon nombre d'années. Sur cette thématique-là, j'aimerais aussi que tu considères l'aspect de la nature du travail versus l'équipe. Le simple fait de ne pas aimer la nature de la tâche, ça ne veut pas dire que tu dois démissionner à tout coup. Peut-être que tu vas devoir trouver ta satisfaction d'autre chose que la nature de la tâche, dans les relations que tu vas avoir avec tes collègues puis avec ton patron, pour communiquer à ces gens-là que tu veux développer des trucs avec eux. Puis ça va te permettre de rester beaucoup plus longtemps en emploi, puis d'aller avoir cette conversation difficile-là avec nos supérieurs, puis leur dire, ben, est-ce qu'il y a moyen que mon poste puisse évoluer? Tim Ferriss, l'entrepreneur, le podcaster, l'auteur de La semaine de 4 heures, il dit, la qualité de notre vie est directement proportionnelle à la difficulté des conversations qu'on va avoir. Quitter, c'est pas toujours la solution. D'ailleurs, c'est l'une des questions les plus difficiles qu'on a à se poser fréquemment dans une carrière, c'est de dire, est-ce que je dois persister ou est-ce que je dois abandonner? Dans notre vie en général, on veut prendre la responsabilité, ensuite réaccaparer tes forces, redéfinir ce qui te rend spécial pour cerner cette nouvelle direction, la réorienter vers un discours qui est positif. Réinjecte du positif dans ton narratif. Tu peux identifier le pattern de ton cerveau. Pourquoi tu en es venu à ne pas prendre les directions que tu aurais dû prendre plus tôt dans ta carrière? Ben, c'est à cause de cette petite voix-là qui nous dit toujours qu'on n'est pas assez bon, ou qu'on n'aura pas l'argent, ou qu'on n'aura pas les ressources, le talent pour l'accomplir. Puis dire que même si on n'a pas eu la validation extérieure par nos employeurs ou par nos collègues, c'est nous-mêmes qui doivent se donner notre propre validation. C'est comme ça qu'on reprend confiance en reprenant contrôle de notre narratif. Peut-être que des patrons dans le passé t'ont blessé, des collègues t'ont fait mal. Si tu savais le nombre de fois que j'ai vu ça en assistant des chercheurs d'emploi, la jalousie, de l'abus au travail, de la compétition, des patrons difficiles, des collègues difficiles, c'est pas pour rien qu'on revoit toujours les mêmes affichages de postes sur les sites d'emploi. Ces employeurs-là ont un gros turnover puis ils ont souvent les mêmes problèmes. Puis nous autres, qu'est-ce qu'on fait comme chercheurs d'emploi? Ben, on continue d'appliquer sur ces affichages-là en ligne sans savoir ce qui se cache dans le back-end. Puis on se retrouve vis-à-vis des situations similaires d'une à l'autre, où c'est des employeurs qui ont de la difficulté à garder leur personnel. Ne te rejette pas toujours le blâme, dire le problème c'est moi, puis j'ai de la misère à conserver des emplois. Je suis très, très, très fort sur la responsabilisation. C'est toi qui as pris la décision de travailler pour tel employeur sans investiguer suffisamment. Donc oui, à quelque part, la responsabilité, c'est la tienne, mais cette responsabilité-là s'arrête du moment où là, réellement, c'est hors de notre contrôle. Les situations ont pris des proportions gigantesques de laquelle on ne pouvait pas se sortir autrement que par une démission, par exemple. En entrevue, c'est des choses qui vont être relativement difficiles à expliquer. Des fois, tu ne pourras pas fournir tous les détails que tu voudrais fournir. Tu vas devoir te préparer des narratifs qui sont très courts, qui vont droit au but. Puis tu vas devoir contrôler ton désir de rentrer dans des justifications interminables de pourquoi tel boss, ça ne fonctionnait pas ou pourquoi telle équipe, c'était de la merde. Tu vas devoir garder un ton beaucoup plus positif que négatif. Ça ne veut pas dire de traiter seulement de positif. C'est correct d'aborder certains points qui te plaisaient moins. Encore une fois, tu veux être transparent pour dire voici ce qui s'est moins bien passé, puis voici ce que je vais faire de meilleure façon à l'avenir. Utilise ce moment-là dans l'entrevue pour ramener la discussion vers ce que tu valorises désormais. OK, fait que là, tu commences à comprendre les vraies solutions puis que c'était peut-être pas juste une question d'ajuster les dates de ton CV, Colin. Ah, ben c'est plus compliqué que ça. En effet, il faut changer de perspective. C'est hyper difficile là, parce que on a toutes des pensées négatives tout le temps. Chaque fois qu'on a des moments plus difficiles où il faut se rappeler qui on est, il faut se rappeler que la perte d'un emploi, ça change pas notre valeur puis on doit le voir de cette façon-là. Se dire, oui, j'ai eu un parcours compliqué puis j'ai eu plusieurs embûches. Je suis la personne que je suis à cause de ces embûches-là, justement, est-ce que je veux réellement les dissimuler aux employeurs ou est-ce que je veux justement leur présenter à quel point j'ai grandi puis à quel point aujourd'hui je suis une personne épanouie à cause de ces faux pas, de ces erreurs, de ces mauvaises directions, ces congédiements-là, les licenciements, les pertes d'emploi. Ta valeur ne correspond pas au nombre d'emplois que tu as eu, à leur longévité. Ta valeur, c'est ton amour propre. Vraiment, elle dépend de choses qui sont internes puis à la perspective que tu vas avoir vis-à-vis de ta personne. Ça peut sonner simple, mais c'est un travail d'une vie de trouver cette perspective-là, puis de la réalimenter chaque fois qu'on se perd dans le processus. J'ai décidé que la petite voix que j'ai dans ma tête va m'amener vers encore plus de bonheur parce qu'à partir d'aujourd'hui, je me parle de façon positive. C'est pas parce que j'ai eu des sauts d'emploi fréquents que ça diminue ma valeur comme travailleur.
En terminant, je veux te rappeler les points importants de cette vidéo-ci parce qu'on a couvert une tonne de choses, mais le plus important, c'est de continuer à faire tes recherches puis de continuer à explorer, pas te mettre trop de pression sur ton projet d'emploi, de dire il faut que je sois là pendant 5 ans puis sinon ma carrière est finie. Non, c'est pas le cas, au contraire. La vie, c'en est une d'exploration, puis il faut aller chercher ce bonheur-là où on le peut, peu importe la durée de l'expérience. L'intensité, des fois, c'est tout ce qu'il nous faut. Ensuite de ça, tu dois te demander, est-ce que moi je suis fait pour être un travailleur de 9 à 5 ou peut-être que tu le sais pas encore, peut-être juste pas encore trouvé ta discipline ou le secteur d'activité qui te correspond le plus. Donc, tu dois continuer à rechercher puis à faire tes tests, tes essais, mais tu n'as pas trop de pression sur le prochain emploi. Il va toujours avoir des employeurs qui sont prêts à embaucher des gens qui comprennent leur perspective. Puis ça, c'est super important comme dernier conseil. Quand tu comprends le défi d'un employeur, soudainement, la longueur de tes expériences importe pas mal moins. Tu peux te servir de toutes les expériences que tu as eues, puis amener une nouvelle perspective à l'employeur, des solutions à des défis que lui-même n'avait pas pensé. Tu vas te démarquer comme candidat. La durée des expériences est importante, mais elle n'est pas foi de tout. Je dirais même que comprendre le défi puis les problèmes de ton employeur potentiel, c'est plus important même que ces caractéristiques-là basées sur notre parcours personnel. Ce qui apparaît comme des petits défauts de ta candidature, comme pas avoir suffisamment d'expérience, avoir un peu d'instabilité, avoir des trous dans ton CV, tu peux outrepasser ces choses-là en apportant une solution qui se vaut. Sers-toi justement de la lettre de présentation pour démontrer que tu comprends les défis de l'employeur plutôt que de justifier ton parcours qui n'a pas été parfait. C'est tellement rendu commun d'avoir des expériences atypiques qu'il ne faut pas que tu t'inquiète outre mesure d'avoir eu un parcours qui n'était pas aussi linéaire que tu l'avais voulu ou aussi stable que tu l'avais voulu parce que ça t'apporte tout plein d'avantages. Il y a d'autres options qu'on a pas vues comme se faire référer aussi sur des emplois qui est toujours une bonne avenue pour avoir un accès facilité au poste. Aussi, rappelle-toi de te responsabiliser par rapport à ton parcours. Rappelle-toi que c'est toi qui as pris les décisions puis que tu dois les assumer puis les présenter comme tel aux employeurs en entrevue. Tu dois accepter, embrasser ton parcours atypique, puis le présenter comme une force plutôt qu'une faiblesse. S'il y a quelque chose à retenir de cette vidéo-là, c'est bien celle-là. C'est que tu as eu de la perspective de plusieurs employeurs. Ta résilience est tellement forte, tu peux t'adapter à tellement de choses. Dans les cas de parcours instables, ça passe souvent justement par notre capacité d'adaptation, par notre flexibilité, par notre possibilité d'accomplir une tonne de choses, par notre capacité de comprendre le défi de l'employeur, puis par notre capacité aussi de connect the dots. Il y a Steve Jobs qui disait « You can only connect the dots looking backward ». Et puis ça veut dire tu peux seulement effectuer ces liens-là en regardant vers le passé. Quand tu regardes dans ton passé, il y a des forces, il y a des intérêts, il y a des choses que tu valorises qui peuvent être en commun l'une avec l'autre et qui vont te permettre de tracer ton futur professionnel. C'est correct si tu le sais pas tout de suite, mais éventuellement, ça va prendre forme parce que la vie est bien faite pour ça. On se préoccupe tellement pour le futur, mais au final, on se rend compte qu'il y a toujours une solution qui nous attend, puis que la solution est toujours celle qui nous correspondait le plus. Il faut faire confiance en l'avenir. Je suis convaincu que ça va bien aller pour toi, malgré un parcours qui a été un petit peu plus instable. Tu as tout ce qu'il te faut entre les mains pour réussir ta carrière puis avoir une vie incroyable. Rappelle-toi qui t'es, rappelle-toi que tu as de la valeur, tu es important, tu comptes, puis c'est pas parce que tu as perdu des choses importantes que tu ne sauras pas les retrouver ou trouver encore mieux. C'est tout pour moi. J'espère que la vidéo t'a inspiré. J'espère que tu as senti à quel point j'ai eu du fun à la produire, même si c'est un sujet qui est compliqué, qui est difficile à aborder, puis que les solutions ne sont pas nécessairement évidentes à portée de main. Au moins, j'espère que tu vas avoir pu réfléchir, puis ça va te permettre de l'introspection. L'introspection, c'est pas tout. Des fois, il faut aller chercher de la rétroaction de nos proches pour se rappeler qui on est. Moi, je m'appelle Mathieu, ma compagnie, c'est L'Œil du recruteur. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de contenu comme celui-ci. Puis aussi, je t'invite à laisser un like parce que ma validation personnelle se base là-dessus. C'est comme tellement important pour moi. Pense à moi si tu as besoin d'un CV, d'un profil LinkedIn ou de conseils sur ton parcours professionnel. Ça va me faire plaisir à œildurecruteur.ca. Puis là-dessus, on se dit à la prochaine. Bye bye!